Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, 10 positions créoles, corpographie du désir, du trauma et de la résistance aux Antilles. Gladys Monsieur Francis. Georgia State University. Comparatiste en essence, ce livre réunit différentes disciplines théoriques et artistiques, afin d'ouvrir à un dialogue interdisciplinaire qui met en jeu les questions que notre contemporanéité pose sur le corps en position de trauma, et sur la construction de corporalité en contexte franco-caribéen. Le motif du trauma prévaut dans cet ouvrage qui inventorie diverses analyses critiques de chercheurs, d'artistes et d'activistes basés en Afrique, dans les Amériques, les États-Unis, la Guadeloupe, Haïti, la Martinique et en France. Cet éminent groupe d'auteurs y affouille des notions maillées aux souffrances, jouissances et résilience du corps, de par une perspective historique, des études théoriques, postcoloniales et culturelles, des études sur les femmes, le genre et la sexualité, de même que les arts visuels et performants. Cette méthodologie permet de déceler les répercussions des traumas de l'histoire sur les sujets postcoloniaux, et comment ces affres ressurgissent dans les expressions artistiques, politiques territoriales, ou encore, les histoires personnelles de personnages de fiction. Le corps, le texte littéraire, la toile ou le laïus politique sont donc déconstruits dans le but de compulser, d'une part, le thème du trauma dans ses dimensions collectives et sociales, et de saisir d'autre part sous quels mécanismes et stratégies ce dernier s'inscrit ou se réinscrit. En sus d'une exposition des interactions entre les dimensions esthétiques, éthiques et épiques adoptées par des créateurs porteurs culturels de l'espace postcolonial caribéen, cet ouvrage identifie aussi les modalités, enjeux artistiques, culturels et civilisationnels, de postures délimitées par des écrivains et artistes pour qui la création est un rhizome, une zone de contact entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. De manière homologue, cette méthode concède à mesurer la médiation entre création artistique, rapport au trauma et discours culturel. Le champ de recherche proposé inclut par conséquent de nombreux auteurs et artistes postcoloniaux, de manière à mettre en exergue les contextures et tractations par lesquelles ils se reconstruisent en tant que sujets postcoloniaux, eux-mêmes sujets de migration, d'exil, d'expériences d'expatriation et ou de nomadisme. Le trauma donne l'occasion à la littérature de mettre en récit, ou plutôt de créer une instabilité que le texte lui-même viendra réparer, une lacune que l'écriture se donnera pour tâche de combler, Marc Anfreville écrit en Souffrance 2009. Ce projet de recherche pénètre justement ces zones complexes et douloureuses que sont l'érotisme détourné, la sexualité taboue, les traumatismes de siècles d'esclavage, où la bienséance est déjouée, où le texte porteur du trauma provoque et révèle les ambivalences du corps et de sa psychologie. Sont investigués l'espace tabou qu'est le corps souffrant des femmes, la mise en voie de leur sexualité et les complexes formations identitaires et relationnelles qui prennent naissance à l'ombre d'une omniprésence patriarcale, impérialiste, d'un trauma plésiomorphe, de mémoire ancestrale avachie et de malaise inapparent. Les œuvres analysées mettent le lecteur en contact avec ce corps féminin. Il est question d'un contact qui s'opère non dans l'exotique ou l'érotique, mais au sein d'une douleur corporelle virulente qui interroge sans embâche la position du lecteur, son éventuel voyeurisme, sa passivité ou sa réflexivité. Il existe donc dans cette teneur du trauma des questions d'éthique, de distanciation, d'identification ou de participation, qui s'appliquent nécessairement au lecteur. Trop souvent, les travaux académiques négligent les cultures intangibles et arts visuels clairement sustentés dans les ouvrages franco-caribéens qui traitent de la question du trauma. Ceci est la raison pour laquelle mon postulat méthodologique s'attelle à insérer ces domaines substantiels au mi-temps des parcours théoriques et critiques proposés dans cet ouvrage. Dès lors, le lecteur est convié à entreprendre la traversée de perspectives kaléidoscopiques dont les voix polymorphes examinent le corps, ses manques et manquements, ses résistances et violations, ses souffrances invisibles et inaudibles, au sein des champs littéraires, visuels, théoriques et patrimoine culturel immatériel. En plus de la contribution de chercheurs largement publiés et reconnus dans le domaine des études francophones, ce livre englobe également la voix d'écrivaines antillaises phares comme Fabienne Canor et Simone Schwarzbart, de poétesses et chanteuses célébrées telles Jacqueline Bogier-Rosier, Jala, Jocelyne Béroard et Stevie Maï, et d'artistes émérites tels que Victor Anisset, Léna Blou, Béatrice Mélina et Michel Rovella. Ils sont tous des Black Caribes, pour reprendre le précepte de Moncoaki,
qui continuent de démarquer de leurs empreintes le paysage politique, artistique et culturel de la Guadeloupe, d'Haïti et de la Martinique. L'anthologie se structure autour de mises en dialogue pluridisciplinaires que l'on remarque dès le premier chapitre qui aboute une étude tripartite sur le trauma. Au sein du discours officiel de la République, à travers le corps en mouvement, dansant, et finalement dans les fictions amoureuses littéraires et cinématographiques. Propre à la culture orale fortement ancrée dans la Caraïbe, francophone, dont ce livre fait l'étude, l'organisation Diseur-Répondeur, Call Response, des chapitres 2 à 5 s'articule autour de l'analyse d'un enseignant-chercheur de renom, suivi de réponses de jeunes chercheurs. Dans le cadre de ces dialogues créoles, les enseignantes-chercheurs Dominique Aurélia, Émilie Saakian, Maïm Fatou Niang et Jacqueline Couty dévoilent de manière synoptique la particularité de l'écriture du trauma des œuvres de Fabienne Canor, Marie Scondé, Gerty Dambery et Nicole Cage Florentini. Leurs analyses sont suivies de réponses et critiques littéraires d'étudiants-chercheurs en études francophones. Amanda Ebreland, Jessica Drummond, Mary Fisher, Pénélope de Chauffour et Gabrielle Hampton. Ces essais sondent les procédés par lesquels les textes de fiction de femmes écrivains des Antilles françaises livrent des problématiques qui touchent au trauma, à la sexualité et au genre. Véritables arrimages dans l'espace intime féminin, les chapitres 6 et 8 comptent des interviews avec l'auteure guadeloupéenne Simone Schwarzbart et de la chanteuse martiniquaise Jocelyne Béroard. Dans les chapitres 7 et 9, l'expression du trauma s'élabore dans le domaine de la poésie, puis dans celui de la peinture, avec des artistes antillais comme Michel Rovella, qui inspira l'œuvre de l'auteur Marie Scondé, ou encore Victor Anisset, ami et complice de longue date de l'écrivain et philosophe Édouard Glissant. Plus précisément, au cœur du collectif Amour, sexe, genre et trauma dans la Caraïbe francophone sont d'abord explorés les procédés narratologiques et rhétoriques par lesquels l'expérience de la douleur et les états thymiques de l'être humain sont racontés et montrés. Telle est la démarche du Dr Nadège Velvarter qui scrute le compartimentage disciplinaire entre études juives et postcoloniales, et traite d'une éventuelle étude concomitante de la Shoah, de l'esclavage et de la domination coloniale. Velvarter expose les formes d'intertextualité, de lexicologie et de sémantique historique, liées au trauma en examinant les lieux de mémoire, de la Shoah, à la traversée dans la cale négrière, à la colonisation et au génocide non reconnu, qui tous forment des objets d'histoire politisés qui influencent les formes des représentations et des discours historiographiques. Ainsi, comme elle le démontre, le sens de l'absence ou de la présence de monuments commémoratifs établit la part de subjectivité ou d'idéologie dans le discours historiographique, tout comme le fait la sémiotique qui émane des mots qui nomment justement cette douleur et l'épistémologique qui l'informe. Le second essai de la chorégraphe guadeloupéenne Léna Blou, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, permet une progression des enjeux de la textualisation, élaborée par Velvarter, à celle de la corporalisation de la violence et de la résistance dans le discours de l'histoire, du droit, de l'exercice du pouvoir et de la parole de l'autorité. En portant un regard sur ses travaux novateurs sur le corps et la danse, Léna Blou examine le trauma à travers la kinésie du corps, la grammaire et les codes du corps en mouvement, que l'on retrouve dans les traditions culturelles immatérielles caribéennes, plus particulièrement dans la danse GWOK qui perdure depuis l'époque esclavagiste. L'artiste observe le trauma visible dans tracés corporels et rythmiques du corps en mouvement et déconstruit l'esthétique du bigidi du corps dansant toujours en brisure, ce qui pour elle permet de saisir ici et maintenant la trace la plus fidèle des réminiscences, des résurgences, des stigmates, des traumas de l'histoire esclavagiste et coloniale. À l'image de la connexité atypique qu'entretient Fabienne Canor avec le motif de la blessure-fermeture qui se développe en un pertuis de brisure-pérégrination, le dernier essai du chapitre 1 combine un passage entre textualisation et corporalisation des corps texte et cortex du trauma. Cette suture donne naissance à une réflexion critique sur la sexualité. Fabienne Canor, célèbre auteure, réalisatrice et documentaliste d'origine martiniquaise, nous y dépeint les manières de décrire, de représenter et de se représenter l'expérience de la douleur, de même que les conditions et contextes qui les génèrent au sein de la relation intime du couple. Collationnant corps et trauma, Canor livre les tabous qui touchent à la relation à l'autre,
au sexe et à la sexualité au sein de ses propres travaux ainsi que dans les productions littéraires et cinématographiques afro-diasporiques qui portent l'écriture double du plaisir et du déplaisir. Il s'agit de parcourir les interstices du désir et de faire pénétrer le lecteur dans l'espace intime de la chambre, dans par exemple, le roman La fin d'un primitif de l'écrivain américain Chester Bomarim, le scénario de James Baldwin Le jour où j'étais perdu, l'autobiographie de Malcolm X, ou encore le film Jungle Fever réalisé par Spike Lee. Canor explique dans quelle mesure elle écrit les ventres des femmes comme lieu d'enfantement, de colère, de folie, de cruauté, de chaos, de solitude et de faim, tout en traitant de la difficile position des femmes qui écrivent crûment les rapports sexuels avec la même liberté que les hommes écrivains. Dans le second chapitre, le docteur Dominique Aurelia allègue que la complexité narrative des œuvres de Fabienne Canor livre un sentiment de réalité obscure, dominé par la perte, le manque et l'excès au-delà des conjonctures spatiales ou temporelles. Elle analyse la thématique de l'enfermement de Fabienne Canor qui s'articule sur un appel vers l'ailleurs, malgré la douleur qui semble ravager le corps. Ce chapitre permet de comprendre l'esthétique des corps disloqués de Canor qui corrèle le trope de l'esclavage à celui d'univers contemporain et équivoque. On observe les praxis par lesquelles ces corps métaphoriquement démembrés et amputés deviennent le lieu de témoignages transculturels, permettant aux protagonistes en déroute de renégocier leurs identités par le biais de la démesure. L'essai d'Aurelia expose le principe du dialogisme bakhtinien, qui chez Canor, participe à un tangible contre-exotisme. Son analyse est suivie de celle des Drs Saakian, chapitre 3, et Nyang, chapitre 4, qui souligne le complexe statut ontologique des univers créés dans le théâtre des dramaturges guadeloupéennes Maryse Condé et Gerty Dambery. Elle se penche spécifiquement sur la disconvenance entre les traditions, orales et lettres, la question du choix de la transmission de la douleur ainsi que des méthodes de détournement de cette transmission. Le docteur Émilie Saakian nous fait découvrir dans le chapitre 3 une histoire personnelle qui éclaire sur l'intérêt que Maryse Condé porte depuis l'enfance au théâtre. Ce parcours minutieux du théâtre peu exploré de Maryse Condé est important, car comme elle l'avance, la scène reste bien le lieu où la provocation caractéristiquement condéenne est plus risquée que sur la page littéraire. Dévoilant Condé comme une iconoclaste, Saakian explique d'un côté les procédés par lesquels l'écrivaine refuse tout culte établi, et présente de l'autre les critiques virulentes qui dérivent de cette provocation, comme le boycott d'Antan Revolution. En collaboration avec le professeur émérite Christian McWard, Saakian conçoit un corpus fortement attendu, tant il est rare. La théâtrographie de Maryse Condé qui peut être consultée dans ce même chapitre. Cette section du livre englobe également une ample étude de l'exploitation des thèmes du genre et de la sexualité, dans la pièce Pension les Alizés de Maryse Condé. Ces études s'attachent aux procédés de distanciation brechtienne qui rendent le spectateur conscient des problèmes d'assimilation et d'aliénation dont souffre la femme noire guadeloupéenne, exotisée par les Blancs et méprisée pour son choix de carrière par la société antillaise. Dans le chapitre 4, le docteur Mayme Fatou Nyang sonde la déstructuration du tissu narratif qui manifeste la violence du trauma dans la pièce de théâtre Trame de Gerty Dambery. Elle se penche tout particulièrement sur les notions du conflit, de la brutalité de l'urbanisme, les funestes conditions que vivent les femmes, de même que les conceptions essentialistes qui président à la sexuation des espaces présentés dans Trame. Ces thèmes sont, comme elle l'explique, fort précieux au militantisme personnel de Dambery. Nous sommes amenés à comprendre les processus par lesquels Dambery transforme un drame anecdotique en élément de réflexion sur les rôles de la mémoire et de la parole, dans l'élaboration de pratiques sociétales, de sorte qu'elles soient plus inclusives. Nyang propose un riche corpus d'études sur la pratique de déstabilisation dans l'œuvre de Dambery qui adopte une polymorphie, des décors épurés et multimodaux, ou encore un découpage en tableaux qui supplante les scènes traditionnelles. Ces pratiques, conjuguées à une écriture oscillant entre tragédie, épopée, conte et comédie, attestent du refus de Dambery de toute classification. Dans une analyse de Ces vols que je vole de Nicole Cage Florentini, le docteur Jacqueline Couty parcourt dans le chapitre 5 la mise en scène de dispositifs de pouvoir qui s'articulent à l'intérieur de la maison antillaise et du corps. Elle met en exergue les thèmes tels que la folie, la violation corporelle et les abus sexuels qui révèlent le trauma laissé par la colonisation.
À travers une déconstruction des mises en scène des déviances sociales représentées, telles l'inceste, la pédophilie et les violences conjugales, Couty examine le personnage principal comme l'allégorie d'un pays martinique en souffrance, incapable de se dire et de se souvenir de son identité. Ce chapitre englobe pareillement une étude de l'espérance macadam de Gisèle Pineau qui interroge le lien entre l'exposition du trauma et la question d'éthique, c'est-à-dire les notions de distanciation, d'identification ou de participation qui s'appliquent à la lecture d'un roman qui canalise la violence physique et psychologique de personnages taciturnes. À cette période de la carrière du célèbre écrivain Simon Schwarzbart, il m'a semblé important d'inviter l'auteur à porter un regard sur l'ensemble de son œuvre. Le chapitre 6 est donc un entretien avec Simon Schwarzbart, qui m'accueille dans les hauteurs de la commune de Goyave, dans sa maison, à l'abri d'une terrasse surplombée par le bureau de son époux André Schwarzbart, 1928 à 2006. Notre discussion s'agence sur l'expression de l'oralité, de la blessure et de la sexualité au féminin. Schwarzbart y évoque et démontre l'importance de l'enfance, de la filiation, de la mémoire, de la mythologie diasporique noire et de la représentation d'une généalogie contingente de l'affirmation de soi. Cet échange permet d'élucider la place de l'imaginaire dans l'écriture de l'universel, propre à l'auteur, ainsi que l'expression de l'oralité, de la blessure et de la sexualité centrale à ses écrits. Dans cet entretien, Simone Schwarzbart discute de la souffrance qu'elle a vécue en tant que précurseur d'un nouveau type d'écriture, et la réception de son esthétique littéraire qui au début était profusément incomprise et dont la critique n'aurait pas toujours été dithyrambique. Le chapitre 7 englobe une des rares traductions en anglais-français d'extraits tirés du recueil de poèmes à vol d'ombre de la poétesse haïtienne Jacqueline Boger-Rosier. Traduit par le docteur Gabriel Civil, ces poèmes louvoient devant la censure et la dictature de Duvalier en faisant usage de vers extatiques et extasiés. Sous l'ombre des dangers d'un tel régime répressif, ce poème d'amour qui expose le cœur torturé d'une femme, camoufle éminemment la survie, le trauma physique et émotionnel, aussi bien que la résistance de la femme haïtienne. Ensuite, la conteuse martiniquaise Jala raconte la virulente détresse qu'elle éprouve à l'annonce du crash, au Venezuela, d'un avion parti du Panama en route pour Fort-de-France. Ce sont 152 Martiniquais qui périssent le 16 août 2005, quand s'écrase à Serrania de Pereira, le vol charter YH708 de la compagnie aérienne colombienne West Caribbean Airways. Plus qu'une tragédie qui unit et plonge dans la douleur toute l'île de la Martinique en 2005, Jala expose surtout dans son poème au style lapidaire l'âpreté qui persiste, puisque plus d'une décennie plus tard, ces familles de victimes se battent toujours, afin que la vérité éclate et que les responsabilités soient établies. Le chapitre s'achève sur l'une des voix artistiques guadeloupéennes les plus retentissantes de cette ère contemporaine, celle de la chanteuse et lyriciste Stevie Maï, qui expose au sein d'un texte poétique les prémices d'une sexualité et d'une arrivée au désir qui s'engendrent dans le tabou, le sublimé et la peur dans le contexte interrelationnel antillais. Mon entretien effectué en Martinique avec Jocelyne Béroard constitue le chapitre 8 de l'ouvrage. Dans cette interview, Béroard partage avec une poignante sincérité ses luttes contre les traumas laissés par la colonisation, son rapport à la douleur qu'elle constate autour d'elle et qu'elle chante sur scène, ainsi que sa relation au tabou qui habite le corps des femmes. Notre conversation a lieu chez elle, à Schulcher, où elle me livre également le sens de sa créolité et ses différentes négociations en tant que femme au sein du célèbre groupe Kassav. Béroard explique le sens de son positionnement, entre espace privé et public, et les politiques et enjeux qui s'associent au fait d'être une femme chantant désir et trauma en contexte antillais. Le lecteur est invité à découvrir les divers efforts de Béroard sur le terrain, comme par exemple l'Ammekan Feneg, un organisme qui facilite une revisite du passé pour pallier au risque de l'amnésie. Comme je l'avançais, j'ai souvent été désappointé par les études académiques qui négligent les traditions intangibles et arts visuels clairement sustentés dans les œuvres sur lesquelles elles s'épanchent. J'ai de ce fait, délibérément tenu à ce que ce livre comprenne diverses formes artistiques, soient-elles ou non déjà fusionnées dans un unique support, littéraire par exemple. Mon but est de donner une visibilité aux diverses productions artistiques, qui discourent également les notions de trauma et de sexualité. Le dernier chapitre rend compte de la continuation de cette démarche.
Il m'était impossible d'envisager ce livre sur le trauma sans inclure les créations de Michel Rovella, dont les couleurs disparates et la création impétueuse exhibent des êtres au corps disloqué et martyrisés qui servent à exprimer à travers l'art la violence dévoreuse de la vie d'hommes et de femmes déplacés dans l'incommodité du monde. Sont incluses dans le volume des œuvres de l'exposition Mythologie créole de Rovella, dans lesquelles nous découvrons le Minotaure, l'une des figures les plus belles et plus effroyables de la mythologie grecque, nous dit l'artiste. Pour lui, elle est significative de l'esclavagiste, du colonialiste et des victimes de l'histoire. Rovella représente alors le Minotaure dominant sexuellement en tant que bourreau, ainsi que des victimes à la fois effrayées et jouissantes. L'artiste nous invite donc à plonger notre regard dans celui du Minotaure qu'il est. Le Minotaure que vous êtes, c'est-à-dire le Minotaure que nous sommes. Comme l'indique Christian Brassi, Rovella propose une vision désenchantée d'un monde engendré dans les convulsions. Pour établir la cohérence des images et éviter leur flottement dans l'espace pictural, l'artiste structure ses compositions par des carrés concentriques ou excentrés, vus en perspective oblique, indiquant une direction au regardeur, un mouvement. Ces carrés me rappellent l'obsession des fenêtres, ou encore le trope de la Renaissance chez Fabienne Canor, pour qui l'enfermement s'agence sur un appel vers l'ailleurs, au voyage, à la découverte, au passage de l'autre côté malgré la douleur qui semble ravager le corps. Il me semble que le trauma, le corps monstrueux, le corps violenté, la sauvagerie de la colonisation, ou l'animalité de l'impérialisme, se polarisent dans ce carré de Michel Rovella. Il illustre, selon moi, la prison de la douleur, du silence et de l'invisibilité, comme les cases créoles que Béatrice Mélina peint le long des Champs-Élysées afin de démontrer paradoxalement l'étouffement et l'invisibilité de ces Antillais, immigrés français, au corps coloré dans le paysage métropolitain. Le trauma habite le bleu indigo qui hante les travaux du peintre céramiste Victor Anisset, qui tient à mobiliser l'héritage laissé par le peuple amérindien. Réhabilité et réhabité dans ses œuvres sous des formes et matériaux nouveaux, ce bleu indigo illustre dès lors la trace d'une riche civilisation amérindienne qui participe à part entière à l'identité de l'Antillais. La trace amérindienne se fait donc dissidence. Lors d'un séjour que j'effectue en Martinique, Anisset m'accueille dans son atelier où il m'évoque l'importance de fouiller la terre, de repasser les traces amérindiennes, afin de rendre visible cette civilisation qui a habité ces terres antillaises bien avant l'arrivée des Blancs colonisateurs ou des Africains mis en esclavage. Sillonner ces traces témoigne de ce fait que l'histoire antillaise n'a point lieu de se fonder sur un discours de servitude. L'Antillais est aussi un Arawak, un Caraïbe, me dit-il. Anisset travaille donc essentiellement la terre où il y trouve des fragments de poteries amérindiens. Il reste fasciné par l'argile et les moulages qui s'inspirent d'adornos amérindiens, des moulages de décors des périodes saladoïdes et troumassoïdes. Il éternise l'esthétique de ces poteries sous des accents impressionnistes et procède, comme il m'explique, à une sorte d'hybridation qui reconfigure la trace en lui donnant une empreinte africaine et créole. Je cannibalise ces signes amérindiens. Les gravures, treillis losangés, ou les compositions très géométriques, de torsades et de courbes, sont donc sculptés dans l'argile ou peints sur des nasses à poissons. Les travaux de Victor Anisset convoquent ceux d'Édouard Glissant, avec qui Anisset a d'ailleurs entretenu de nombreuses collaborations. Dans le champ du visuel, ils ont corrélé les textualisations et corporalisations des concepts de la créolisation et du tout-monde. Comme l'énonce Moncoaki, l'œuvre d'Anisset est donc créole puisque la parole créole et tous les langages qui se déploient à partir d'elle procèdent de l'initiation caraïbe au lieu et au monde caraïbe. L'artiste Béatrice Mélina pénètre le trauma au cœur de la condition de départenance, Rosello, 1993, que vit l'Antillais. L'artiste revisite de grands classiques, des lieux populaires comme les Champs-Élysées, des moments historiques comme la Marche sur la Lune, des peintures du XVe au XVIIIe siècle, ou encore des symboles de la République française comme l'emblématique Marianne. Elle leur appose du bout du pinceau, une marque créole, des traces oubliées de l'histoire. Ainsi, Mélina revisite l'un des tableaux les plus célèbres de Vallotton, La Blanche et la Noire, 1913, une peinture qui matérialise l'incommunicabilité entre deux femmes. Une femme blanche est représentée allongée sur un lit, les yeux clos, la tête détournée vers un mur, alors que se trouve assise au pied de son lit
une femme noire qui la regarde franchement avec intensité, cigarette à la bouche, corps et posture au mas, portant un tissu bleu drapé autour du corps. Vallotton fait planer les ambivalences, puisque l'on ignore si ces deux femmes sont amantes, ou s'il s'agit entre autres, d'un rapport dominant-dominé entre une maîtresse blanche et sa servante noire. De ce huis clos, Mélina conserve la mâle attitude de la femme noire, son collier chou, le regard fixe, mais elle lui recouvre le corps d'une robe dont le tissu porte des accents afro-créoles, entre canté et madras. La femme noire de Mélina, voire la couverture du livre, ne fixe point le corps d'une femme blanche nue, mais un lot de livres empaquetés comme un cadeau, celui de la mission civilisatrice d'une France aux peuples indigènes qu'elle éduquait. Le visage de la femme noire, encore plus masculinisé que chez Vallotton, est recouvert d'un maquillage blanc, et l'œuvre est alors renommée Peau noire masque blanc. Mélina brise toute ambiguïté en évoquant la relation traumatique du noir à lui-même, à l'autre colonial et cette douleur qu'il vit entre aliénation et assimilation, comme l'évoque Frantz Fanon. Victor Anisset, Béatrice Mélina et Michel Rovella mettent sans équivoque le trauma sur la toile. Les 10 positions et corpographies du désir et du trauma dans la Caraïbe francophone sont au cœur de cet ouvrage. Chaque contribution examine les productions et monstrations d'actes violents mis en avant par des artistes et auteurs pour qui il est important de produire de la pensée sur le trauma, afin de penser le présent et le monde. Dans Amour, sexe, genre et trauma dans la Caraïbe francophone, il est question de caractériser l'articulation entre fictionnel et non-fictionnel, invention-témoignage, de comprendre la charge émotionnelle et traumatique des œuvres d'écrivains femmes des Antilles françaises et l'apport de leur mise en fiction du traumatisme, au regard des représentations issues de l'actualité ou de l'historiographie. Le trauma qui ébranle la littérature, les arts visuels et traditions immatérielles de l'espace cortex et cortex antillais s'élucubrent dans la gémination de différents genres, disciplines, approches artistiques et théoriques qui rendent compte de la complexité et des multifacettes de la Caraïbe francophone. Gladys Monsieur Francis. Entre les eaux. Un certain 29 janvier 2016. Autour du motif du trauma, les thèmes parcourus sont corps et espace, privé, public et urbain. Corps et voix. Corps exis habitus. Corps, politique institutionnelle, économie et loi. Créolité, créolisation. Enjeux didactiques, pédagogiques. Éthique et esthétique. Histoire coloniale. Identité. Mémoire et lieu de mémoire, affect et territoire, art mémoriel. Migration et exil. Patriarchie. Psychologie, sociologie et politique. Religion. Représentation du corps souffrant. Sexe, sexualité, érotique et genre. Tradition et modernité. Violence mise sur scène, toile ou en texte. Illustration 2, Béatrice Mélina, Cazes-les-Champs 2013. Acrylique sur toile, 100 cm par 100 cm, Guadeloupe. Chapitre 1, Trauma, Cortex et CORPSTEXTES. Esclavage et Holocauste, pour une histoire croisée des traumatismes en héritage. Nadège Velvarter. Purdue University. L'oubli offense, et la mémoire quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ni de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Edward Glissant, Une nouvelle région du monde. Faisant référence à l'origine des sociétés antillaises, Stéphanie Mulot élit le mythe du viol comme concept explicatif tutélaire à la représentation de l'histoire de l'esclavage. Pour la critique, la persistance de ce crime fondateur dans la généalogie de ceux qui s'en déclarent héritiers empêche la construction d'un rapport pacifié à l'histoire. Et de citer un passage de l'écrivain Raphaël Confiant, que vous me permettrez de reproduire ici, pour décrier la prégnance voire la pulsion névrotique, de l'évocation d'une origine fondée comme incontournable pour les penseurs de la région. La cale du bateau négrier est une matrice, un utérus qui, après les 3 mois de la traversée transatlantique, accouchera ou plutôt expulsera un nouveau-né dont le mode d'appropriation du réel est d'emblée celui de la survie. Le nègre antillais est un survivant. Le traumatisme qu'il a subi,
Les souffrances qu'il endurera en terre américaine, l'absence totale de perspective d'avenir ne peuvent pas ne pas avoir de profondes conséquences sur son inconscient. Les portes de ce dernier ont été violées par la brutalité esclavagiste. Il est l'héritier d'un viol originel qui fonde son existence au monde et détermine tous ses comportements, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques ou sexuels. Hulot entame alors l'essentiel de son analyse en articulant la question suivante. En quoi cette vision d'un trauma fondateur, s'ajoutant à celui de la traite et de l'esclavage, est-elle nécessaire à la reconstruction mémorielle pour penser le rapport à l'histoire ? Pourquoi objectera-t-on ? Dans l'approche de Hulot, la notion de traumatisme se forge-t-elle en topo socio-analytique, au point d'occulter l'appréhension de la blessure primale qui en découle ? Par blessure primale, on entend le grief relatif à l'amnésie de la mémoire collective, à la non-histoire qui donne corps au mal-être transgénérationnel de l'individu antillais constitué en descendant d'esclaves. La vacuité historique n'est pas en effet un phénomène nouveau dans l'histoire des Antilles, et pour la plupart des critiques de la post-colonie, il y a encore urgence à faire face à la déperdition de la mémoire collective ultramarine. L'esclavage dans les colonies françaises est longtemps resté dans la gémination particulièrement efficace des deux entités que sont le déni et l'oubli. Françoise Vergès explique que ce déni et cet oubli opérèrent tant en France que dans les territoires devenus français, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et ce, dès le décret de l'abolition 1848. De cet enfouissement est née une mémoire collective honteuse, qui par définition ne put prendre racine. L'érosion et la rature de la mémoire collective locale et nationale rendirent impossible l'émergence d'une mémoire consciente, Patrick Chamoiseau. Subséquemment, l'histoire antillaise est une histoire générée par un ordre qui lui est étranger et dont la sémiotique du refus se fait l'apanage. Incapable d'avoir pu imposer sa chronologie, ses héros et ses récits, la mémoire collective antillaise a longtemps cherché à s'arrimer à des formes de patrimonialisation endogènes inatteignables. Illustration 3, Victor Anisset, 1848-1970. Support bois, 224 cm par 122 cm, ville de Rivière-Pilote, Martinique. Ramon Foncoué y fait alors référence comme une histoire frappée par une carence héroïque. Aussi reprendrons-nous la question postulat de Hulot mais à de nouveaux frais, c'est-à-dire en entendant la relation corrélative entre trauma et histoire aux Antilles non pas comme nécessité, mais comme fonction de ce que la critique Marianne Hirsch nomme post-memory. Le concept de post-memory représente la manière dont la mémoire de l'Holocauste, pour toute personne juive qui n'a pas directement subi l'horreur de l'événement, est maintenue particulièrement vivante par le biais d'une transmission transgénérationnelle. Il est question non pas d'une mémoire immédiate, mais d'un procédé mnémonique qui prend naissance et valeur davantage dans la reconstitution, la projection et l'imaginaire que dans l'expérience. En effet, la communauté juive a su se donner les moyens de cultiver par nombre de canaux officiels et culturels, musées, instituts de recherche, mémoriaux, commémorations, visites de camps devenus lieux de mémoire, etc., le souvenir de ce qui fut l'une des plus grandes abominations du siècle dernier. De ce fait, même dans la médiation, l'Holocauste est vécu comme une expérience directe et présente pour des générations éloignées de l'événement dans le temps et dans l'espace. Contrairement au culte du souvenir, ce sont l'oubli et le silence qui ont prédominé dans le cas antillais. Longtemps, si mémoire de l'esclavage il y a eu, celle-ci était limitée de par sa configuration conjoncturelle ou familiale. Ce traitement s'est avéré coûteux pour la psyché caribéenne, car nous sommes face à un héritage à transmission honteuse. L'histoire nous a enseigné que toutes les expressions de passé douloureux ne rentraient pas dans un rapport d'égalité dans une société donnée, ce qui nous amène à repenser la place accordée à l'élaboration de la notion de trauma ainsi que celle de la figure de victime. Il convient alors de s'arrêter quelques instants sur ces notions et leurs limites afin de comprendre les débats qui les animent et, dans leur sillon, les entrelacs entre histoire, politique et éthique. De multiples textes ont déjà fait état de la manière dont la théorisation et représentation du trauma se sont développées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, par l'intérêt porté au génocide du peuple juif. Ainsi, en tant que champ des études culturelles, il se nourrit des témoignages, de l'histoire et de la littérature produite au regard de l'Holocauste. Toutefois,
la définition du terme connaîtra très vite une forme dominante qui va l'ancrer dans un contexte géographique, historique et épistémologique occidental particulier. Nombreux sont les critiques à avoir dénoncé une construction hégémonique de la figure de la victime, dans laquelle ne se retrouvent pas ceux perçus comme autres par l'Occident. Recognition of trauma and hence the differentiation between victims is largely determined by two elements. The extent to which politicians, aid workers and mental health specialists are able to identify with the victims, in counterpoint to the distance engendered by the otherness of the victims. Cultural, social and perhaps even ontological proximity matter. Thus the a priori valuation of the validity of the cause, misfortune or suffering, evaluations that obviously imply a political and often an ethical judgment. Thus trauma, often unbeknownst to those who promote it, renvant good and bad victims, or at least a ranking of legitimacy among victims. La théorisation du trauma s'effectue donc selon un processus de sélection où toutes les victimes ne s'équivalent pas. Une sélection au sein de laquelle les stratégies de l'écart, de la différenciation rappellent d'autres dispositifs du rapport à l'autre, hérités de l'époque coloniale, où celui-ci n'a point de réalité mais fonctionne comme une simple commodité sémiotique. De concert avec Steph Krapps, nous affirmerons que si les théories sur le trauma sont supposées offrir de nouveaux modes de lecture enrichissant notre système cognitif au regard de cultures considérées comme incommensurables, les traumas coloniaux doivent être appréhendés selon leur propre logique et conditions, mais aussi et surtout, être considérés avec application par rapport aux traumas ayant eu lieu en Occident dans l'espoir que ce champ de recherche tienne ses promesses d'efficience éthique. Afin de donner une certaine corporéité aux propos étayés ci-dessus, penchons-nous à présent sur un cas de figure qui illustre la nécessité de nuancer le concept de trauma en mettant en exergue les singularités culturelles et les dislocations historiques auxquelles il ne peut échapper. Celui des originaires des colonies prisonniers des camps de concentration nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le 14 juillet 2010, lorsque le gouvernement français invita pour la première fois les troupes militaires de 14 pays africains à défiler sur les Champs-Élysées, ce fut là l'une des expressions les plus manifestes d'une forme de commémoration inaugurant un enchevêtrement des temps et des territoires, voire l'expression de la capacité de la mémoire de rentrer dans l'histoire, de se faire histoire, viviorca. Les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre entendent poursuivre cet enchevêtrement en invitant les anciens pays belligérants à marquer symboliquement l'entrée dans le cycle des commémorations et délivrer un message universel de paix et d'amitié. Pour tout observateur, cette refondation d'une géopolitique de la relation incite plus à l'articulation de mémoire croisée qu'au traditionnel devoir de mémoire. C'est, au demeurant, la volonté affichée de la République depuis peu que de questionner les schémas fermés sur des territoires nationaux ou coloniaux. Cette reconfiguration frappante de l'espace national pose à vrai dire autant de questions qu'elle n'en résout, et amène à se demander dans quelle mesure ces moments historiques, réconciliant officiellement histoire nationale et coloniale, ravivent le débat sur la réécriture de l'histoire partagée par la France et son empire en plaçant en son centre ce qui fut refoulé. Si en effet, l'histoire est constitutive de la nationalité française, questions such as who had the right to speak, to be included, which memories are legitimate, what are their roots and roots, which events are said to be central, are political questions. Pour Françoise Vergès. Éric Hazan a poussé l'argument plus loin en faisant remarquer à quel point le travail de réflexion sur l'histoire est systématiquement suspendu, face au risque d'accusation de révisionnisme et négationnisme dès lors que son praticien vient remettre en question le discours dominant. Ce sont ainsi des pans entiers de l'histoire contemporaine qui sont frappés d'interdits d'analyse, d'autocensure ou de censure. Des illustrations de dissonance entre un événement et la gestion de sa mémoire par les organes officiels ou académiques, celle des victimes venant des colonies des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale n'est pas en reste quant à sa charge traumatique. Bien que les lois raciales préfigurant la logique meurtrière de l'Holocauste n'aient pas visé le segment de population qui nous concerne, ainsi que le montre Michael Rothberg, trauma is not a category that encompasses death directly, but rather draws our attention to the survival of subjects in and beyond site of violence and in proximity to death. Les travaux d'Eric Jennings, Eliane Samper et Eusanne Palsy
ont éclairé la voie quant à la mise en place et au fonctionnement du gouvernement de Vichy aux Antilles. Ils retracent les péripéties de jeunes dissidents qui décidèrent de répondre à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, en se soustrayant à l'occupation de la Guadeloupe et de la Martinique, pour atteindre les îles anglaises de la Dominique et de Sainte-Lucie, et continuer leur parcours sur différents champs de bataille en Afrique du Nord et en Europe. En revanche, l'histoire des résistants coloniaux déportés dans des camps de concentration en Allemagne nazie est longtemps restée sous le boisseau. Hormis Gaston Monnerville, président du Conseil de la République en 1947, et Raphaël Élysée, premier maire noir d'une commune de l'Hexagone, Sablé-sur-Sarthe, le grand public ne connaît le nom d'aucun de ces combattants de l'ombre venus des Outre-mer. Nombre d'entre eux témoignèrent fidélité à la patrie en prenant part à de multiples branches françaises des réseaux de la résistance contre l'occupant allemand. On peut notamment enregistrer leur participation au FFL. Force française libre, au FFI. Force française de l'intérieur, au MUR Mouvement uni de la résistance, au groupe Valmy, Max Buckmaster, ASUPERNAP à Vichy, à Corse Résistance, au FTPF, francs-tireurs et partisans français, ou encore au groupe Édouard. À défaut de pouvoir présenter ici ces combattants dans l'espace et le temps nécessaires afin de leur rendre justice, contentons-nous de rappeler qu'entre 1942 et 1945, hommes et femmes de l'empire colonial des Antilles et du Pacifique résidant en France furent déportés pour faits de résistance contre l'occupant. Il est à préciser que contrairement aux Juifs et aux Tziganes, ils ne firent point l'objet de déportations liées à la race mais pour leurs actions clandestines et furent donc des déportés politiques et ou résistants. Les camps d'emprisonnement furent les mêmes que ceux réservés aux Juifs, Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Ravensbrück, entre autres. Coloniaux et Juifs partagèrent les mêmes espaces concentrationnaires et par affiliation les mêmes lieux de mémoire, constituant de la sorte un terrain fertile à l'élaboration de lignes de coïncidence entre ces deux communautés dans l'héritage de traumatismes génocidaires. Ce qui interpelle est qu'un tel événement vécu par des originaires des Outre-mer n'ait pu atteindre une dimension suffisante et faire la matière d'un travail académique conséquent de la part de spécialistes de ces espaces coloniaux. Ce n'est pas faute de documents d'archives, car ils existent dans divers fonds du ministère de la Défense en France et autres instituts de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France, en Allemagne et aux États-Unis. Ce constat aurait pour explication partielle les précautions de communication, méthodes d'appropriation, de classification et autres textes législatifs qui entourent la consultation des archives du temps présent et les politiques menées par chaque gouvernement concerné pour le traitement de certaines archives tenues secrètes jusqu'à récemment. Cette déficience interprétative ne reste pas sans signification ni incidence sur la formation d'un récit identitaire stabilisé, dans lequel ces résistants, venus de territoires non européens, puisent matière à reconnaître une appartenance pleinement citoyenne au sein de la République française. Cette situation conduit à concevoir autrement une question dont le poids n'a pas intérêt à être amenuisé, à savoir, la nécessité d'éprouver les modalités selon lesquelles un événement, aussi accessoire qu'il puisse paraître, car il s'agit d'un engagement proportionnellement restreint en termes numériques, comparé aux autres communautés impliquées dans le conflit, est investi de valeur historique et par conséquent, entériné en tant qu'objet de savoir. Ainsi que l'a démontré Jeffrey Alexandre et ses acolytes, tous les traumas ne sont pas frappés du même sceau, ou pour évoquer de nouveau Michel Viviorca, toutes les mémoires ne se constituent pas. D'une part, il faut être capable pour les victimes de trauma de trouver des formes de narration à la souffrance d'une collectivité qui soient assez convaincantes et accessibles à tous. D'autre part, il est essentiel de pouvoir les faire relayer, grâce à divers canaux médiatiques, par un groupe porteur doté de ressources financières et d'une capacité d'interprétation suffisante qui permettrait d'assurer la diffusion de leurs revendications de manière persuasive. Il s'agit d'entrer dans le trauma process, c'est-à-dire pénétrer et habiter avec une force péremptoire l'écart entre l'événement et sa représentation. Si les historiens n'ont qu'insuffisamment investi les terrains de cette mémoire collective et pris la mesure des manques qui en découlent, c'est aux écrivains qu'il incombe de remplir une fonction palliative. Pour Édouard Glissant, l'écrivain antillais fouillera cette mémoire, servant une littérature qui ne se répartit pas en genres mais implique toutes les approches des sciences humaines. Dès ses balbutiements, on voit émerger un art littéraire postcolonial réceptacle de la voix des victimes oubliées de l'histoire,
de leurs souffrances, traumatismes, ruptures et déchirures identitaires. Autant de témoignages directs ou imaginés, qui s'élèvent contre l'histoire officielle et ses insuffisances. Comme l'a montré Laure Corret, l'écriture se fait le lieu de textualisation de la résistance à la violence du discours de l'histoire, du droit, de l'exercice du pouvoir, de la parole de l'autorité. En littérature antillaise, ainsi que le disait Deleuze à propos de la littérature mineure, tout y est politique, tout y prend une valeur collective. Elle prend le relais de la machine révolutionnaire. Sourcilleuse de sa mission, la littérature postcoloniale se fait dissidente à son tour, Foncoué. Cette tendance dans la fermentation intellectuelle est l'occasion de redécouvrir des textes mêlant temporalité, spatialité et désubjectivation tels que ceux de Raphaël Confiant, Le Nègre et l'Amiral, Michel Maillet, L'Étoile Noire, André Schwarzbart, La Mulâtresse Solitude, André et Simone Schwarzbart, Un plat de porc aux bananes vertes, de l'écrivaine mauricienne Natacha Apana, Le Dernier Frère, ou dans la Caraïbe anglaise avec The Nature of Blood de Caril Phillips. En établissant une relation de contiguïté à divers degrés, entre esclavage et holocauste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.